Pardon. Je travaille pour SM Travel Solutions et une TMC. Et je suis le directeur des ventes et du marketing pour entreprises sur la France et la Suisse. Moi, je suis Hugo Lichra, directeur des partenariats pour Travel2. Et je suis dit par voilà, donc Raquel Tassier-Soda, je suis manager chez Axis Odyssey, donc Axis Odyssey qui a un cabinet de conseil spécialisé dans le conseil aux entreprises dans le domaine du corporate travel. Donc merci à tous, merci à vous de vous être présentés. Voilà, je vous ai dit, on voulait faire ce webinaire de façon assez vivante. On a une question qui est assez large, je dirais, donc la valeur ajoutée de la TMC. Néanmoins, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on aura une réponse à apporter, mais on a peut-être eu envie, nous trois, de vous partager d'abord un constat et ensuite des expériences qui vont peut-être apporter donc pour vous, auditeurs, les réponses que vous recherchez vis-à-vis de cette question. Donc, je vais vous proposer en sommaire, globalement, on va commencer, l'idée est de commencer donc par revoir ensemble l'écosystème du travail, ce qui semble assez basique, mais je pense très nécessaire pour répondre à cette question. Ensuite, on va se poser des questions autour de le positionnement de la TMC au sein de notre marché, vis-à-vis donc de la suite à la revue de cet écosystème. Et on s'est aussi posé la question, étant donné qu'on est aussi avec un partenaire qui est provider de solutions technologiques, et les évolutions de la TMC au regard des évolutions technologiques. Donc, un écosystème très complet et complexe, avec beaucoup d'acteurs, et je disais donc des acteurs très traditionnels, connus de tous, qui sont les airlines, les providers de rail, les providers hôteliers, qui sont très facilement reconnaissables par aussi bien l'entreprise cliente que le voyageur lui-même, et des acteurs intermédiaires comme des éditeurs de SVT, les cabinets de conseil, des nouveaux entrants dans ce marché qui sont de plus en plus présents depuis quelques années, des nouveaux entrants aussi qui sont des providers directs comme VTC, donc on a des offres qui sont spécialisées des VTC comme Marcel Pro ou Captain Pro. On va avoir des gens qui sont des acteurs spécialisés du B2C qui veulent aujourd'hui toucher l'entreprise cliente. C'est le cas de Airbnb ou de Booking.com par exemple. Et donc face à cette multitude d'acteurs et qui ont tous quelque chose à l'entreprise cliente. Donc là, j'insiste bien que là, on voit l'écosystème au regard de l'entreprise. On sait que donc, notre secteur et la recherche de désintermédiation est un phénomène constant dans le secteur du travel. Et la TMC fait partie des intermédiaires aujourd'hui incontournables de notre secteur. Mais on en arrive quand même à se poser la question de quelle est sa valeur ajoutée. Car techniquement, l'entreprise peut se connecter et acheter ou booker et passer des parties avec chacun des acteurs présentés. Donc, au regard de cet écosystème, il est nécessaire, je pense, de comprendre quel est le besoin auquel répond chacun des acteurs. Et ceci va nous aider à mieux appréhender le rôle de l'entreprise cliente. Enfin, le rôle, pardon, de la TMC vis-à-vis de l'entreprise cliente. Donc, on change de slide, s'il te plaît, Greg. Si tu as... Merci. Donc, quels sont les besoins primaires? Je pense important de les identifier, c'est il est attendu de nous, acteurs du travel, de fournir donc du contenu. Et ce contenu, aujourd'hui, il est facilement identifiable. Qui fournit ce contenu? C'est très facilement identifiable, aussi bien par le voyageur que par l'entreprise cliente. Ça va être la airline, ça va être les fournisseurs hôteliers ou les fournisseurs de rail, au lieu de car. On a les fournisseurs de technologie, donc il y a un besoin de fournir de la technologie. Pareil, les acteurs sont très faciles parce que ce sont leurs base, les fournisseurs d'OBT, donc tels que Travel2, Amadeus, KDS ou SAP. Et on a aussi, l'entreprise a aussi besoin de conseils et d'expertise. Et là, on a des nouveaux
des acteurs spécialisés dans cette partie conseil qui sont arrivés sur le marché et l'expertise. Alors l'expertise, si tu peux appuyer dessus sur une fois, merci Greg. Et l'expertise, aujourd'hui l'expertise, elle peut être fournie par chacun des acteurs en fonction de son scope. Les providers de techno vont fournir de l'expertise. Nous, cabinets de conseil, allons fournir du conseil et bien évidemment de l'expertise. Et je dirais que chaque acteur a de l'expertise à fournir à son client. Donc, et quid de la TMC dans tout ça, si on se pose la question, que peut fournir, à quel besoin peut répondre la TMC vis-à-vis des besoins de l'entreprise. Donc, la TMC, si tu peux appuyer s'il te plaît Greg, encore une fois, merci. La TMC, on se rend compte qu'elle est au carrefour de tout ça. La TMC, elle répond aussi bien à un besoin de contenu, à un besoin de conseil, les providers de technologie, les providers d'expertise. Donc, si juste on se base sur ce constat, donc au regard des besoins de l'entreprise, la TMC aujourd'hui, on constate qu'elle peut répondre à ces différents besoins. Alors, on en vient se poser pourquoi, j'ai envie de dire aussi la question qu'on s'est posée en préparant ce webinaire, c'est pourquoi on se pose cette question de quelle est la valeur ajoutée de la TMC au final. Parce que si elle est aujourd'hui un des seuls clients qui est en mesure de répondre à ces différents besoins, pourquoi on se pose cette question aujourd'hui? Donc là, je vais demander du coup à Hugo et à Stéphane de nous aider à répondre. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une problématique de positionnement de la TMC au sein du marché ou est-ce que c'est une problématique de perception? Est-ce que tous les acteurs du marché ont bien conscience de la valeur ajoutée de la TMC et de ce qu'elle peut apporter? L'agence est vraiment importante et c'est assez souvent mal perçu parce qu'effectivement Traveldoo par exemple est une solution où il y a nécessairement, que ce soit en contrat direct ou indirect, il y a nécessairement un contrat avec l'agence. Les agences sont un relais et sont des experts pour Traveldoo en termes d'implémentation, notamment sur une cible PME, PMI que nos équipes ne peuvent pas couvrir. Au-delà, et donc je parle de la perception et l'intérêt de l'agence de voyage, va au-delà pour moi et pour un éditeur de la valeur ajoutée bien évidemment qu'elle apporte en termes de service, l'expertise sur les outils pour mettre en place des outils pour des clients mid-market est également un relais et une expertise clé de nos partenaires agences. Alors effectivement là-dessus on est plutôt aligné, ça aurait été difficile de ne pas l'être. La position de la TMC, alors moi je pense qu'elle est perçue en particulier par exemple une partie des gens qui nous écoutent aujourd'hui, à savoir les acteurs du marché actif et l'écosystème acheteur, travel manager, qui s'ils font des appels d'offres, s'ils travaillent au quotidien avec TMC, c'est parce qu'ils en perçoivent la valeur pour tout ce qui est accompagnement, pour tout ce qui est expertise. La question se pose, et nous on a conscience du fait qu'elle se pose, la question de notre valeur ajoutée, plus au niveau de certains voyageurs ou des voyageurs qui ont du mal à comprendre que, alors que dans leur vie privée, ils achètent directement du voyage, dans leur travail, ils ont besoin de passer par une TMC. Et donc, les travel managers parfois s'essoufflent un petit peu à devoir leur expliquer la valeur de la TMC et pourquoi intermédiaire. L'une des réponses principales, c'est que le voyage n'est pas un produit comme un autre. Certains produits ont des spécificités, le voyage en fait partie. Et la spécificité du voyage, c'est que, et on s'en rend encore plus compte aujourd'hui, on y reviendra, fait que il y a un besoin, parfois, souvent, de la part de la compagnie aérienne de modifier la date d'émission, la date d'achat. Il y a un besoin de la part du voyageur de modifier son voyage et que tout cela, ça demande un accompagnement spécifique, une expertise pour les modifications, mais aussi parce que parfois les voyages peuvent être complexes, il peut y avoir des besoins consulaires, etc. Et tout ça, ça demande de l'expertise. Enfin, l'accès à la technologie. L'accès à la technologie n'est pas toujours quelque chose d'évident et les éditeurs n'assurent pas forcément 100% de l'accès à la technologie. Et du coup, l'agence de voyage s'occupe de cet accompagnement aussi. Du coup, si on passe à la slide suivante, qui effectivement met en lumière l'outil versus l'agence, une opposition se justifie-t-elle? Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on met souvent en opposition les outils et l'agence, alors que pour Traveldoo et pour certains éditeurs, cette opposition ne se justifie pas du tout, c'est la position de l'outil est claire. Par exemple, chez Traveldoo, on ne valorise pas du tout les solutions d'open booking, mais souhaitons au contraire que l'ensemble du flux et des réservations passe par l'agence de voyage, que ce soit online, donc via l'outil ou pas.
Pourquoi? Parce que cela se permet de s'assurer à la fois de la bonne cohérence et de l'implémentation de la politique voyage d'une entreprise en amont de l'acte de réservation, mais ça permet également de centraliser les données. Donc l'outil Travel2 se veut donc être la vitrine online ou le relais online de l'agence de voyage, et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous fonctionnons aussi en marque blanche avec certains de nos partenaires. Donc la complémentarité est claire, on optimise le process pour dégager du temps à l'agence, et tout ce qui n'a pas forcément de valeur ajoutée à faire par un humain, je pense à une réservation simple, aller-retour ou autre, peut ainsi être optimisé et traité automatiquement. Mais pour Travel2, je dirais que la relation va encore plus loin que la complémentarité, car comme je le disais tout à l'heure, c'est même contractuellement obligatoire. Toute entreprise utilisant le SBT Travel2, que cela soit en contrat direct ou pas, a nécessairement un contrat avec une agence de voyage. Travel2, on n'a pas de code IATA, on n'émet pas de billets et surtout on ne fait pas d'après-vente, c'est pas notre métier. Et ça change tout. L'outil, c'est la passerelle techno qui agrège le contenu selon les accords de chacun de nos partenaires agences et les besoins du client. Mais nous n'avons pas d'équipe pour gérer les problèmes que rencontrent les voyageurs au quotidien vis-à-vis des changements de programme, d'annulation de prestations, etc. Donc c'est vraiment important de vérifier que nous, en tant qu'éditeur informatique, on a un métier, il faut la stabilité de notre plateforme, la garantie effectivement du respect des normes et de la sécurité informatique lors de l'utilisation des données, que ce soit en termes de données ou que ce soit en termes d'achat, mais le rôle d'assistance aux voyageurs n'est pas tenu par l'outil et reste de la responsabilité de l'agence. Donc il y a une vraie complémentarité dans ces cadres-là. Oui, une fois de plus, si on est tout le temps d'accord, c'est moins drôle. Hein, c'est pas faux. Une fois de plus, je peux pas m'opposer à ce que tu viens de dire, mais c'est bien. 80% ou 85%, il n'y a pas un pourcentage précis, mais 80% de notre travail à nous, c'est de faire de l'achat de masse. C'est de gérer du volume et d'en gérer le SAV. Donc tout ce qui peut passer en online, on encourage que ça passe en online. Et nous, on est dans ce cas une chambre d'émission simple, une chambre de facturation pour s'assurer que la facturation se passe bien. Il y a certainement des gens parmi les éditeurs qui savent que c'est très problématique quand ça se passe moins bien. Et l'outil nous aide à fournir à nos clients une vitrine sur l'intégralité de l'offre pour que tout soit fait en automatique. Et là, notre valeur ajoutée, elle est effectivement plutôt peu mesurable et c'est normal. Nous, on a dans ce cas le code IATA qui nous permet d'émettre les billets. On a la capacité à facturer nos clients et la capacité à faire du SAV qui demande un petit peu d'accompagnement. Le SAV étant essentiellement les modifications de billets pour l'avion, pour l'hôtel, pour le train, pour les locations de voitures. Et puis, il reste 80% du travail. Il reste 20% du travail qui, à nous demande évidemment 80% du temps. 20% du travail, c'est la pure expertise métier. Comment intégrer dans un OBT un workflow d'approbation très très complexe? Comment s'adapter à un système de facturation d'une entreprise qui a besoin de refacturer ses clients derrière? Comment gérer évidemment la réservation des voyages complexes? Les voyages complexes, ça peut être aller au Groenland, ça peut être voyager quand on a un voyageur qui est handicapé, ça peut être demander du fret important en parallèle du voyage, tout un tas de cas complexes qui demandent une expertise métier et sur lesquels nous avons, nous les agences de voyage, des agents experts qui ont des contacts auprès des compagnies aériennes, auprès des hôteliers, qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise pour pouvoir faire tout ça très très vite. Et ça, c'est pas le métier de nos clients, c'est pas le métier de nos partenaires, c'est le nôtre, et uniquement le nôtre. Il y a évidemment aussi une grande partie du travail qui est la négociation pour obtenir les meilleurs tarifs. Alors certains cabinets de conseil ou certains acheteurs s'occupent même de cette négociation. Nous, on essaie d'aller plus loin, au-delà de la négociation. On l'a fait évidemment pour le compte de nos clients, mais on essaie d'aller plus loin en proposant des systèmes d'optimisation tarifaire pour que les voyages soient achetés au mieux et au moins cher possible pour réaliser évidemment des économies importantes. C'est des choses sur lesquelles nous sommes spécialisés chez FCM. Et puis enfin, il y a les moments un peu particuliers, les moments de crise, sur lesquels l'intermédiation est indispensable. On a pu entendre un petit peu Raquel tout à l'heure parce qu'elle a été intermédiée par Grégory qui avait une solution technique pour elle. Nous intermédions en ce moment énormément les voyageurs parce que le Covid est une crise considérable. Je ne vous fais pas le topo, c'est vraiment pas nécessaire, ça se prendrait trop de temps. Mais nous intermédions, nous avons dû annuler des milliers de billets d'avion très très rapidement, obtenir les remboursements auprès des compagnies aériennes, faire du lobbying avec nos confrères agences de voyage pour obtenir un maximum de remboursements, des compagnies aériennes, mais aussi évidemment des hôtels. Bref, tout ça, se battre pour nos clients pour que le Covid n'impacte le moins possible, en tout cas sur notre périmètre, nos entreprises clientes. Mais le Covid n'est pas la seule crise que nous avons connue. Il y a eu la période de grève il n'y a pas si longtemps. Je ne vous fais pas non plus le topo, vous vous en rappelez très bien.
Mais pareil, il a fallu trouver des solutions pour que les gens puissent se déplacer quand même pendant les grèves, pour ceux qui devaient absolument se déplacer. Et puis, il y a eu, pour ceux qui ont un petit peu plus d'historique, il y a 7 ans, il y avait la crise du volcan islandais, dont j'arriverai pas à prononcer le nom, donc je ne le propose pas auprès de vous. Mais il y a eu cette période aussi, pendant laquelle, évidemment, nous avions dû rapatrier énormément de Français qui étaient bloqués à l'étranger, parce que les avions ne pouvaient plus atterrir sur le sol de l'Europe de l'Ouest, enfin, Europe du Nord-Ouest. Et il a fallu qu'on se débrouille pour les faire rapatrier quand même, qui rentrent chez eux, qui retrouvent leur famille. Donc ce sont dans ces périodes de crise que nous nous battons pour nos clients aussi. On compte pas les heures et on travaille énormément pour faire en sorte que les clients soient accompagnés. Et ça demande. C'est ça. Et bien sûr, et là-dessus, nous, en tant qu'outil, on ne fera pas ce travail d'accompagnement auprès des clients. On permettra juste d'avoir des outils qui permettent de centraliser, de mieux définir et de mieux localiser les voyageurs. Il y a des solutions online de gestion de crise, mais qui ne remplaceront jamais le travail effectif et réel des agences là-dessus. Absolument. J'en profite pour répondre rapidement à une question qui vient d'être posée sur les codes IATA. Ceux qui possèdent des codes IATA, ce sont les agences de voyage, justement. Chaque agence de voyage a ce qu'on appelle un Office ID, qui est un code IATA par pays, tout simplement. Parfois, une agence peut en avoir plusieurs, mais les clients ne possèdent pas normalement de code IATA. Un IATA, c'est justement ce qui définit l'existence d'une agence de voyage. C'est le fait de pouvoir payer le BSP, donc le système de paiement pour les compagnies aériennes. Exactement. Et de la même manière, Traveldoo n'est pas une agence de voyage, donc n'a pas de code IATA et n'émet pas les billets. On permet juste effectivement le lien entre l'agence de voyage et les systèmes GDS ou autres. Mais effectivement, tout ce qui est émission du billet passe par IATA et donc passe par l'agence de voyage. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter quelque chose qui est pas inintéressant. Ça définit une agence de voyage et c'est pas une question de valeur ajoutée parce que ça n'a pas une valeur ajoutée technique visible de la part des clients, mais pour que vous ayez une agence de voyage et pour que cette agence ait un code IATA, il faut qu'elle réponde à des critères, en particulier des critères financiers, qui font que les compagnies aériennes leur font confiance pour leur payer la masse de billets d'avion en temps et en heure. C'est pour ça que n'importe quelle entreprise ne peut pas se prévaloir de ce code IATA, parce que d'abord, elle n'a pas forcément la stabilité financière, mais au-delà de ça, parce qu'il faut accepter un certain nombre de critères techniques. C'est une accréditation vraiment. Donc se soumettre à des contrôles pour pouvoir se définir agence de voyage et avoir le droit de faire ses émissions de billets. Donc une entreprise peut difficilement, il y en a très peu, qui ont leur propre code IATA pour elles-mêmes émettre des billets et avoir en interne une agence de voyage. Moi j'en connais une entreprise, je la citerai pas forcément aujourd'hui, mais j'en connais une, mais c'est quelque chose d'extrêmement rare. Donc les agences de voyage, pour exister, doivent répondre à un certain nombre de critères, et donc leur existence est en soi déjà je dirais pas une valeur ajoutée, mais demande un certain nombre d'efforts pour pouvoir après fournir les valeurs ajoutées dont j'ai parlé précédemment. Un élément du point de vue Axis, donc cabinet de conseil, un élément fort qui a été mentionné par vous deux, mais je pense pas très explicitement, mais que nous on va mettre en avant et que pour nous est très important, c'est l'accompagnement en fait. Ça a été explicité, mais est-ce que ça a été vraiment c'est l'accompagnement donc de l'agence de voyage vis-à-vis du voyageur final. En fait, de tous les acteurs, je voudrais juste rappeler que l'agence de voyage est celui qui est présent du début à la fin du voyage. Le voyage, il n'est pas toujours visible, l'agence de voyage. Quand un voyageur passe par un OBP, il va booker, mais derrière, c'est une agence qui va mettre. Ensuite, il va faire son voyage, il va se déplacer. S'il a un problème de changement, il a besoin de changer son billet pendant qu'il est en voyage, il va contacter l'agence de voyage. Et après, quand l'entreprise a besoin de données, de consolidation de données, c'est encore vers la TMC qu'on va se tourner, car c'est elle qui a les données les plus exhaustives. Donc, juste pour conclure un petit peu sur ce qu'on vient de dire entre OBT versus agence, outil en tout cas versus agence, il n'y a pas d'opposition à faire, car comme disaient aussi bien Hugo et Stéphane, donc chacun a un rôle à jouer et il répond à un besoin très spécifique, mais ce besoin n'est pas forcément visible auprès du voyageur final. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire là au niveau de TMC, en tout cas de communiquer plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de communiquer plus vers le voyageur final, parce qu'au final, c'est lui qui se pose plus ces questions-là, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une TMC derrière pour faire mes bookings, parce que je peux réserver mon avion tout seul. Il ne voit pas tout l'écosystème
qu'il y a derrière et ils ne se rendent pas compte de tout le service rendu par la TMC en amont. Voilà, c'était juste pour conclure sur cette partie. Tu as raison, Raquel, mais c'est généralement les entreprises, enfin c'est les besoins de centralisation, et donc c'est pas forcément les voyageurs eux-mêmes, mais ce sont les chargés de voyage ou les responsables du pôle transport au sein des entreprises qui ont cette vision et cette volonté d'agréger tous les contenus, d'avoir une visibilité claire. Les voyageurs eux-mêmes, effectivement, d'un point de vue personnel, on se dit si je vais réserver sur GoVoyage, ça marche très bien et je sais très bien me débrouiller. Mais si je vais réserver sur GoVoyage, mon entreprise ne le saura pas, il n'y aura pas forcément de vérification de la politique voyage, ça ne sera pas instruit, et donc en termes de centralisation et en cas de problème, encore une fois on remonte surtout là-dessus, c'est à ce moment-là que les voyageurs ne se débrouilleront pas eux-mêmes pour annuler directement auprès du voyagiste ou de l'outil online, enfin de l'OTA, donc de l'agence de voyage en ligne. C'est un cauchemar d'effectuer un remboursement à titre personnel, donc c'est pour ça qu'effectivement même si je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Raquel, il est évident qu'il faut mettre en avant la valeur de l'agence de voyage auprès des voyageurs eux-mêmes, ce que certains acteurs, dont FCM, font très bien, il me semble. C'est surtout la communication des travel managers de l'intérêt de cela auprès de leurs voyageurs, qui me paraît clair également. Ok. Merci. Oui, absolument. Ouais, je vais pas en ajouter trop, mais évidemment, c'est compliqué pour nous de communiquer à outrance auprès des voyageurs, simplement parce que les voyageurs ne le sollicitent pas non plus particulièrement, n'ont pas la volonté d'être trop sollicités par l'ensemble des fournisseurs de son entreprise. Et donc là-dessus, nous aussi, on fait un effort d'humilité en disant on aimerait bien parler énormément aux voyageurs, être super connus, avoir des promoteurs partout chez les entreprises. Ça nous permettrait aussi de garder nos clients, ça nous permettrait beaucoup de choses. Mais il faut aussi savoir raison garder sur la communication et choisir un petit peu ses cibles de communication. Donc on le fait, on communique auprès de nos clients, mais on ne peut pas le faire à outrance. En revanche, c'est important que le client sache où nous trouver quand il a besoin de nous, sur des enjeux de sécurité en particulier, sur des enjeux aussi comme ceux que tu as cités précédemment, Hugo. Ils le font. Hein. Et juste pour créer un petit peu de polémique peut-être sur ce slide, ce qui est également, je pense, important, c'est par exemple, c'est le positionnement, et j'y parlais un petit peu au début, c'est le positionnement des acteurs techno et des SBT. Par exemple, encore une fois, Travel-Do se positionne en tant que partenaire des agences de voyage. Donc tout ce qu'on développe, on fait en sorte que l'agence de voyage, que ce soit même sur les liens directs, etc., que l'agence de voyage y ait accès, qu'elle ait la visibilité, qu'elle sache exactement ce que les entreprises clients ont réservé, peu importe le canal de réservation. Or, il y a d'autres outils qui se positionnent donc avec une autre démarche, qui se positionnent un peu à mi-chemin entre agence de voyage et fournisseurs technologiques, et qui, par exemple, mettent en place des liens directs, mais pas des liens directs, mais des liens de redirection, c'est-à-dire on va réserver sur mon outil, mais en fin de compte, on va réserver d'un côté sur la SNCF en direct, de l'autre côté sur une compagnie aérienne en direct, etc. Et tout ça fait que, au final, il y a un outil qui centralise la réservation, mais l'achat se fait quand même directement auprès de chaque prestataire. Et donc, encore une fois, dans le cadre de soucis, ça n'est absolument pas centralisé. Travel-Do, nous, notre positionnement est très clair, c'est on avance technologiquement avec les nouveaux entrants, mais on fait en sorte que tous les développements, on est intégré par exemple PAO, mais PAO est en accord avec les missions via les agences de voyage, et donc ça fait en sorte que cet écosystème est respecté, et ça redonne du poids et de l'importance à nos partenaires agences. Je tiens à préciser que ce n'est pas le cas de tous les éditeurs informatiques, ils n'ont pas forcément tous ce positionnement. Donc, du coup, merci pour la conclusion de notre conclusion. On va passer du coup sur la slide suivante qui était donc là aussi on regarde de technologie, comment est-ce qu'elle peut évoluer avec la technologie. Donc tu as commencé quelque part un petit peu à en parler, Hugo, parce que j'allais introduire vis-à-vis des évolutions technologiques qu'on est en train de vivre en ce moment avec le déploiement de LDC, de PAO. La technologie est un facteur qui fait bouger notre secteur à chaque fois. Les TMC vont prendre le pas de la technologie pour se changer, se réinventer elles-mêmes, non pas devenir éditeur, où chacun a bien son métier, mais du coup, tu peux partager avec nous, Stéphane,
évolutions technologiques, ce que fait SCL pour répondre aux besoins du monde de l'entreprise. Je vous parlais de... voilà, vous... Alors oui, d'accord. Alors d'abord, la question qui est posée, c'est l'avancée de la technologie bouscule-t-elle le rôle de TMC? Évidemment oui. Évidemment oui, parce que tous les secteurs d'activité, tous les écosystèmes et tous les acteurs économiques sont bousculés par la technologie et doivent avancer avec la technologie ou être eux-mêmes créateurs de technologie. Donc c'est notre cas. Les TMC les agences de voyage d'il y a 20 ans ne sont pas les agences de voyage aujourd'hui, et dans 20 ans, ça sera encore certainement différent. Mais la façon dont la question est posée indiquerait que nous subissons l'évolution technologique comme si elle était une menace pour nous. Et c'est évidemment pas le cas. C'est peut-être le cas de certains acteurs économiques, c'est peut-être le cas de certaines agences de voyage, mais c'est pas notre cas du tout. Alors, en tout cas, nous, chez FCM, ou à d'autres agences qui sont finalement techno-friendly, parce que le but n'est pas de garder les acquis d'un travail manuel à une productivité qui peut être potentiellement limitée, mais d'avancer au contraire avec la technologie pour proposer plus de services, pour avoir plus de productivité, pour effectuer uniquement des tâches à haute valeur ajoutée et réduire l'action des tâches à basse valeur ajoutée. Aujourd'hui, on ne facture plus individuellement, manuellement les voyages. On n'émet plus les billets manuellement non plus dans Amadeus. On a des robots qui font ça pour nous. On a Complete. On a des outils de facturation qui permettent l'autofacturation. On a des formats de PNR, donc des formats de dossiers voyage qui sont extrêmement bien structurés et qui permettent à des robots de les lire intégralement et donc de faire les opérations nécessaires à l'émission, à la facturation ou à la modification parfois pour les réservations. Et ça, c'est très important. Ça permet de réduire le nombre d'actions des agents de voyage pour leur laisser se concentrer sur leur expertise, dont on a parlé tout à l'heure, sur l'accompagnement des voyageurs. Donc la technologie, nous, on l'accueille, on l'encourage, on l'intègre et aussi parfois on la crée. On a développé, par exemple, comme notre rôle est d'accompagner le voyageur pendant son voyage, comme tu disais Raquel tout à l'heure, avant le voyage, pendant le voyage et même encore parfois après le voyage, eh bien, on a créé des outils qui sont présents sur téléphone mobile et qui accompagnent les voyageurs pendant le voyage. C'est le cas de Sam, qui est l'assistant du voyageur pendant son voyage, assistant virtuel. Sam vous prévient en push que votre avion a du retard. Sam vous donne la porte d'embarquement de votre avion avant même que vous soyez dans l'aéroport, parce que Sam récupère les informations de la part des API qui sont mises en place par les aéroports. Cette technologie qui a été mise en place par les aéroports, on la récupère, on la concatène et on la met à disposition directement des voyageurs. Donc ça bouscule notre rôle, oui. Du coup, les clients, les acheteurs, les travel managers ont plus d'attentes vis-à-vis de nous et nous demandent à chaque appel d'offres, en cours de contrat, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, comment vous avancez sur ce sujet-là. Et nous, du coup, on a des développeurs, on a des personnes qui s'occupent de la techno chez nous, qui se mettent au diapason de ça et qui répondent de plus en plus aux intérêts des clients. Et je pense que la technologie, du coup, renforce la valeur ajoutée des agences de voyage bien plus qu'elle ne la menace. Vis-à-vis donc de tout ce qu'on peut mettre en place, par exemple une TMC, moi je vais te poser la question, toi en tant qu'éditeur, est-ce que le développement, tout ce qu'on peut mettre en place une TMC vis-à-vis de la technologie, c'est plus une menace, vous en tant qu'éditeur, ou une opportunité pour plus de complémentarité? Alors, très clairement, enfin pour côté Traveldoo, hein, comme pour beaucoup d'éditeurs, ces avancées technologiques sont des opportunités parce que ça permet d'enrichir le contenu, d'apporter de nouvelles offres, de nouveaux services aux voyageurs via les canaux online notamment. Donc c'est évidemment une thématique qui est très importante et qui se doit d'évoluer. Maintenant, ce qui est intéressant pour un éditeur, c'est qu'également ces avancées technologiques sont également c'est un challenge. Donc c'est une opportunité. Ça n'est pas du tout une menace, mais c'est un challenge. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. D'abord, aujourd'hui, on voit très bien, à l'inverse d'il y a quelques années, qu'aujourd'hui, c'est les évolutions B2C qui drive et qui l'évolution sur notre marché, y compris sur le marché professionnel. Donc, et on voit que d'un point de vue B2C, il y a pléthore et énormément de nouveaux entrants et de nouveaux acteurs. On parle de gamification de la politique voyage, des réservations connexes, de prestations type restaurant, des relations en direct avec les réceptifs orientés business travel, etc. Les pistes sont infinies. Donc,
et il y en a partout et par marché. Donc ce qui est important à prendre en compte pour un éditeur, c'est plutôt le choix de certains partenaires pertinents et efficaces qui apportent une vraie valeur ajoutée et tout en maîtrisant également le coût des développements et de maintenance de ces liens. Pour donner un exemple, Traveldoo par exemple, le fait qu'on soit compatible avec tous les GDS du marché, enfin des marchés, donc Amadeus, SAP, Travelport. On a 11 liens à des contenus hôteliers différents, plusieurs liens directs à des loueurs, etc. Tout ça, ça évolue. On fait bien évidemment évoluer tout ça. PAO, on en a parlé, NDC aussi. Mais tout cela, ça a un coût d'implémentation, de maintien et de mise à jour de tous ces liens. Donc tout cela, il faut que ça soit fait bien évidemment en cohérence et toujours avec l'état d'esprit que c'est pour le bienfait au final, un peu comme ce que disait Stéphane tout à l'heure, il faut que ça soit pour le bienfait de l'entreprise et la facilité d'achat des entreprises. Parce qu'au final, bien évidemment, le but des technos, c'est d'évoluer. On peut trouver des versions mixtes où il y a une partie du contenu qui se fait en direct via du NDC ou autre, mais encore une fois, le but de Traveldoo, c'est de laisser l'opportunité à l'agence d'avoir une vision complète, d'avoir la responsabilité de la vente dès lors que c'est possible, et donc de pouvoir assumer un service qui est complètement primordial et complémentaire à celui de Traveldoo, mais je dirais aussi complémentaire à celui de chacun des acteurs de l'écosystème de la première slide. C'est-à-dire que le but, c'est pas effectivement, on peut travailler avec un captain en direct, etc. Une entreprise, ça fait sens pour certaines entreprises de travailler avec ces prestataires-là, mais si ce n'est pas intégré à l'agence, il y aura un problème de centrification et de visibilité totale à un moment donné. Donc notre but, c'est on avance avec la techno, mais on la rend compatible avec l'écosystème et notamment avec nos partenaires agences de voyage. Merci. D'ailleurs, puisqu'il y a une question de la part d'un monsieur Frédéric sur le TER, c'était intéressant parce qu'on a justement Traveldoo et FCM, comme on a un certain nombre de clients d'importance qui utilisent beaucoup le TER et qui ont besoin de le réserver online, on a travaillé main dans la main sur le sujet du TER pour faire avancer ensemble la connectivité et l'accès du TER intégralement via ce qu'on appelle le PAO online pour tous nos clients. On a travaillé ensemble, on fait partie des principaux testeurs. Tu me corriges hein, si je me trompe, Hugo. On a fait partie des principaux testeurs de la fonctionnalité pour Traveldoo, afin de pouvoir accélérer ensemble les choses et aller plus vite possible, parce que ça crée une insatisfaction pendant un petit moment quand le TER n'était plus disponible online. Et je dois signifier que c'est la SNCF qui a très très peu accompagné les éditeurs sur le sujet. Vas-y, on balance. J'ai remis le truc. Qui me paraît difficile. Ok, merci. Voilà, ce qu'on disait au début, donc c'est qu'il n'y avait pas de réponse, je veux dire, claire, nette et précise à la valeur ajoutée d'une TMC, j'ai envie de dire. C'est d'une, se poser la question du besoin, quel est le besoin du client. On s'est rendu compte au travers de notre débat et notre échange que la TMC, elle peut répondre à tous les besoins du client et donc elle a de la valeur ajoutée à chaque niveau et à chaque besoin. Et tout va dépendre aussi de ce que veut faire le client en fait en termes de connectivité. Est-ce qu'il a envie de centraliser ses process, être accompagné d'avoir une gestion complètement centralisée ou de laisser les portes ouvertes à de l'open booking par exemple. Il faut toujours, je pense, se poser plus que de la valeur ajoutée de la TMC, c'est quel est le besoin du client et qui va y mieux y répondre. Parce qu'au final, chaque acteur a sa valeur ajoutée en fonction du besoin qui sera exprimé par le client. Oui, je pourrais juste ajouter un petit mot, c'est que quand une entreprise fait le choix dans son intégralité, en tant que politique d'entreprise, d'utiliser l'open booking, c'est plus rare chez les grandes entreprises, c'est un peu plus fréquent chez certaines PME. Nous, on n'a pas d'argument réellement contre ça, en fait. Enfin, c'est pas notre but de se battre contre une stratégie d'entreprise qui est de faire de l'open booking. Notre but, c'est de se battre avec les entreprises qui ne veulent pas faire d'open booking, qui veulent centraliser et contrôler correctement leurs dépenses voyage, avoir du reporting, qui veulent mettre en place une politique voyage qui soit bien définie, avec des workflows d'approbation, enfin, qui veulent mettre en place une réelle politique et un réel programme voyage. Ce qu'on veut, c'est avec eux se battre contre ceux qui font de l'open booking et donc qui sortent, qui ne sont pas compliant avec ce qui est désiré par l'entreprise. Et quand une entreprise crée sa politique voyage dans son ensemble autour de l'open booking, soit, et moi j'ai pas vocation à aller porter la bonne parole auprès de ces entreprises-là. Je pense que c'est une stratégie qui d'ailleurs a une valeur de contracter uniquement directement avec
des fournisseurs, des fournisseurs ou de réaliser des notes de frais pour l'ensemble des réservations de voyage. Je suis d'accord avec toi sur le principe, effectivement, et quand tout va bien, Stéphane, c'est là où effectivement des réservations à droite à gauche se passent bien. Pour moi, là où et en ce moment on est en plein dedans, mais là où on se rend compte d'autant plus que open booking versus centralisation agence, c'est lorsqu'il y a des problèmes, effectivement, qu'on s'en rend compte vraiment à l'usage. Effectivement, des solutions d'open booking ne permettent pas de gérer ou automatiser des processus de rapatriement, etc., de manière optimum. Donc là-dessus, c'est ce qui fait la différence, mais je suis d'accord avec toi, c'est un parti pris différent à la base qui peut avoir du sens selon les marchés et selon les besoins des clients. La curiosité de la période me fait dire que je pense que les entreprises qui sont en open booking complet et qui en ont perdu énormément de billets, qui vont avoir du mal à réclamer auprès des compagnies aériennes ou auprès des hôtels qui vont avoir du mal à se faire rembourser, vont perdre de l'argent mais ne vont pas forcément le savoir parce qu'elles n'auront pas le reporting nécessaire pour le savoir. Pas faux. Okay, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la gauche. Donc on peut passer à des questions, à des sessions de questions. Donc, on a eu quelques questions qui ont été répondues en live. Alors, on a ici une question sur les TER et les cartes de réduction qui ne sont pas accessibles. Moi, je sais a priori de quoi ça en retourne, parce que effectivement, alors, juste, c'est un tout petit peu technique, mais PAO, donc ce qu'on appelle le portail d'accès aux offres, qui est la nouvelle connectivité SNCF, qui permet effectivement maintenant de proposer également l'offre régionale des TER, reste une nouvelle directive étatique. Aujourd'hui, chaque région choisit individuellement et à titre régional ce qu'elle met à disposition sur les différents outils. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement, que ce soit en termes de cartes ou en termes même de contenu TER, il y a certaines régions qui le mettent à la disposition que sur le canal SNCF et absolument pas sur les autres canaux. Donc il y a un gros travail de fond qui est en train de se faire aussi bien par la SNCF mais par d'autres acteurs. Hein. Je pense notamment à l'association française des travel managers, la FTM ou autres, qui essayent justement de pousser les régions à uniformiser leurs pratiques. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on travaille, nous on a déjà la connectivité qui permettra, dès que les régions autoriseront la distribution, à être déjà prêt pour que ça soit disponible pour nos clients et nos utilisateurs. Mais effectivement, il y a un point important aujourd'hui dans la distribution ferroviaire française, qui est que chaque région a aujourd'hui l'autonomie et la capacité de choisir sa propre distribution sur son réseau, ce qui complexifie un petit peu la démarche. Maintenant, c'est toujours dans une démarche aussi, et comme vous le savez, la SNCF est dans l'obligation d'ouvrir à la concurrence certaines lignes. Donc, c'est dans ce cadre aussi que les régions individuellement vont faire des appels d'offres et pourront éventuellement autoriser d'autres acteurs que la SNCF à opérer sur ces lignes. Donc, c'est un nouveau cadre de distribution qui complexifie d'un point de vue technique un petit peu, et d'un point de vue visibilité pour nos clients, l'offre de la SNCF. Nous, d'un point de vue éditeur, on a déjà mis en place les liens, et dès lors que c'est autorisé d'un point de vue, on va dire, politique, ça sera disponible via l'outil. Okay. Merci Hugo. Alors j'espère que ça répond à la question de Frédéric. Il y a une interrogation sur les cartes de paiement. Est-ce qu'on peut, Tom, on peut préciser la question qu'il y a derrière, s'il vous plaît? Déjà, ce qui est intéressant de passer par une agence, c'est que ce ne sont pas les collaborateurs qui doivent payer eux-mêmes leurs déplacements à chaque déplacement. Donc déjà, ne serait-ce qu'en termes de management pour une entreprise, effectivement, c'est déjà un canal intéressant. Oui, effectivement. Nous, on a ensuite, côté éditeur... Ouais. Vas-y, je t'en prie, Stéphane. Oui, merci. On a la capacité d'intégrer toutes les solutions nécessaires pour que l'ensemble des déplacements, l'intégralité des déplacements soit payé de façon centralisée par l'entreprise. C'est très important, par exemple, pour les marchés publics, hein, où les agents publics, du coup, n'ont pas besoin de faire des avances, ce qui est très compliqué à gérer pour les marchés publics, mais aussi pour des entreprises privées qui ne veulent pas que leurs salariés avancent l'argent quand ils voyagent pour leur travail. Et donc, on intègre des solutions de paiement, de prépaiement ou de paiement centralisé des hôtels, bien sûr pour l'avion, bien sûr pour le train, en tout cas le train en Europe, et même des solutions de paiement pour le dernier kilomètre, à savoir les VTC. Ce qui permet aux collaborateurs de ne pas avoir à avancer un seul centime lors de ces voyages professionnels.
soit à l'aide de cartes Ensuite, corpo, de cartes individuelles, ou de cartes centralisées, de cartes logées, de cartes qui centralisent les paiements de la part de l'entreprise. nous, d'un point de vue outil, côté gestion des cartes de paiement, le but, c'est de pouvoir, en fonction des besoins de l'entreprise, encore une fois, de pouvoir gérer des moyens de paiement différents, de pouvoir effectivement centraliser dès lors que c'est utile, et encore une fois, via l'agence ou via les moyens de paiement directement des entreprises, par exemple tout ce qui est aérien. Ensuite, laisser l'opportunité par voyageur ou par catégorie de voyageurs, par exemple, une entreprise qui utilise des cartes corpo individuelles, ils auront la possibilité de choisir, par exemple, la garantie de l'hôtel via la carte corpo, si jamais ils veulent gagner des points ou autres, des miles via leur carte American Express, ou enfin le but d'un outil, c'est de pouvoir s'assurer de la sécurité des données, donc bien évidemment tout ce qui est PCI, DSS, etc., que toutes les données bancaires soient complètement sécurisées dans l'acte d'achat, mais B, c'est aussi de pouvoir offrir via des outils justement des moyens de paiement différents en fonction des besoins de chaque entreprise. Alors du coup, je crois qu'on a répondu aux diverses questions. Après, je pense que si chacun d'entre vous il y a une autre question qui demandait comment vous appréhendez NDC. Je ne sais pas si je commence, tu commences Stéphane, comme tu veux. Nous, NDC. Alors NDC, bien évidemment, alors juste pour faire un petit rappel très très rapide de ce que c'est NDC. NDC, aujourd'hui, des compagnies aériennes payent un fee de distribution au GDS pour distribuer leur contenu via ce canal-là. De plus, c'est un canal qui est basé sur une solution technologique qui s'appelle Edifact il y a quelques années. Et donc, afin d'améliorer le contenu, enrichir le contenu qu'elle distribue, etc., et s'affranchir d'une partie des coûts de distribution via le GDS, les compagnies aériennes ont, pour ça, 54 d'entre elles, mais notamment British Airways, Lufthansa et Air France, ont en plus un lien qu'on appelle NDC, donc New Distribution Capabilities, pour avoir un lien direct envers le fournisseur. Nous, chez Traveldoo, bien évidemment, on appréhende NDC via deux manières. Donc, d'un point de vue A, via un agrégateur pour garantir l'accès aux meilleurs tarifs, quel que soit le canal, c'est-à-dire que si c'est distribué moins cher via NDC que via le GDS, on se doit de proposer ce contenu-là à nos clients finaux. Mais encore une fois, en faisant attention que l'agence puisse continuer à maîtriser cela. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec plusieurs acteurs bien connus sur le marché, dont Travel Fusion et LZRS. Et ensuite, effectivement, il y a une autre démarche groupe Expedia pour avoir un nouveau connecteur à l'ensemble des compagnies NDC. Et ça, c'est une démarche plutôt vers 2021, mais qui permettra effectivement d'avoir à Traveldoo, qui fait partie d'un grand groupe de voyage, d'avoir effectivement un accès privilégié à un contenu fait par un contenu aérien, on va dire, qui sera en complément de celui proposé par le GDS. Merci Hugo. Alors, mes excuses pour les cloches de Sainte-Marguerite qui ont sonné pendant les disques de midi. Tu voulais dire quelque chose, Raquel? On me voit, je crois. C'est génial. Oui, on te voit absolument. On profite de ton merci Hugo, je pense que tu as répondu en partie à la question. Je me demande si c'était pas aussi adressé à Stéphane. En tout cas, il y a une question pour FCM de la part de Sandrine. Alors, il y a une question sur... Je vais juste faire un mot très court sur les NDC. Je ne vais pas pouvoir développer parce que NDC... Et après, on répond on va conclure parce que exactement. Je pense que... Donc en quelques secondes sur les NDC, nous, on s'est rapproché de nos partenaires historiques qui sont effectivement les GDS. C'est-à-dire, paradoxalement, les GDS sont les acteurs parmi les plus actifs sur le sujet NDC, les plus avancés. Donc, on s'est rapproché d'Amadeus et de Sabre sur les sujets NDC. On est au cœur de leurs deux programmes. On est pilote sur leurs deux programmes. Aujourd'hui, finalement, la problématique de mise à jour sur les NDC, c'est avant tout une problématique qui vient des fournisseurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, les agences, ou en tout cas nous, mais je pense d'autres agences aussi, sont à jour, sont prêts, sont capables de distribuer, mais on a très très peu de contenu à distribuer. Enfin, pour l'instant, c'est du côté des fournisseurs qui ne sont pas encore bien mis d'accord sur les différents connecteurs qu'ils doivent mettre en place. Donc, le protocole va prendre plus de temps que ce qui est prévu, et ce n'est pas forcément du fait des agences ou des agrégateurs. Et enfin, la question de Sandrine, très enchantée Sandrine, je suis content que vous soyez cliente chez nous. Et donc, à votre question, je perçois que vous êtes certainement, vous avez un établissement du secteur public, possiblement, et donc vous me demandez s'il y a aussi possibilité d'avoir des réservations sur les taxis ou les VTC.
c'est quelque chose qui est possible, on peut en discuter. Alors, il faut voir vraiment au cas par cas. C'est pas quelque chose d'extrêmement commun. Et si c'est un réel besoin chez vous, c'est une discussion qu'on peut avoir. Vous pouvez, si vous voulez, m'envoyer un email. Vous pouvez demander mon email à Raquel ou à Axis. M'envoyer un email sur la question. Une réponse un peu molle, hein, j'en conviens. Mais il faudrait que je sache un petit peu qui vous êtes pour un peu vous plus de répondre contexte, précisément. un peu plus de contexte pour pouvoir y répondre. Ok. C'est mal centralisé, hein, le VTC et le taxi. C'est des services qui sont très très mal centralisés aujourd'hui, donc pas facile à distribuer et à payer, mais il y a des choses qui sont possibles. Donc, je pense qu'on peut conclure pour notre session. On n'a plus d'autres questions, il y en a répondu. Donc, je vous remercie à vous deux de m'avoir aidé, de m'avoir préparé. Je remercie tout le monde de votre patience au tout début, parce que ça a été un petit peu plus compliqué que prévu de se connecter. Et finalement, tout s'est très bien déroulé à la fin. Et à la fin, on a même arrivé à voir la caméra. Donc voilà. Je vous laisse retourner chacun à son quotidien, peut-être s'occuper de ses enfants, peut-être aller s'occuper du déjeuner, se faire livrer une pizza, je ne sais pas, mais en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement, chacun de nous, chacun des partenaires, en fonction de vos besoins. Voilà. Un grand merci à tous. Merci, bonne journée à tous. À votre disposition. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.